Enfin, direction le sud-ouest de la France, précisément Rennes-le-Château. Ce petit village qui a vu passer les Romains, les Visigoths, les Templiers, les Cathares, détient depuis près d'un siècle un secret, celui de la fortune soudaine et inexpliquée de son curé. Ce secret fait couler beaucoup d'encre, et cela dans le monde entier. Chaque été, ils sont des dizaines de chercheurs à se rendre sur le site pour tenter de résoudre l'énigme de ce trésor. Chacun étudie l'histoire à sa manière, rien n'est laissé au hasard par ces chercheurs de trésors des temps modernes. Dans la haute vallée de l'Aude, Rennes-le-Château se dresse comme une forteresse. Depuis un siècle, un secret hante ses murs. Le secret de la fortune subite et inexpliquée de son curé, Béranger Saunière. De 1894 à 1907, l'abbé Saunière dépense en effet l'équivalent de 3 800 000 € en construction, dont la plus extravagante reste ce donjon crénelé, la tour Magdala, le bureau de travail de l'abbé Saunière. Mais le curé de Rennes-le-Château commence par son église, qu'il restera grand frais. Une église qui attire toujours de nombreux visiteurs. C'est tout à fait troublant. Cette image de démon, ça fait un petit peu peur. L'histoire de l'abbé Saunière, Jean-Luc Robin la connaît bien. Il tient le seul café du village installé dans le jardin même du curé. Une façon d'allier l'utile à sa passion. Allons-y. Entre deux services, Jean-Luc nous emmène voir l'église de l'abbé Saunière, là où tout a commencé. Car le destin de Saunière bascule le jour où il entreprend de rénover son église. Le tout début, vous voyez cette chaire, ça c'est lui qui l'a fait construire, mais à l'origine il y avait une chaire qui datait du XVIIe siècle. Et c'est en la détruisant que dans un des piliers, son carillonneur va trouver une petite bouteille qui contient un message. Et le lendemain, après avoir lu ce message, c'est très clair, et en plus il l'écrit dans son carnet, dans son journal, le lendemain il va découvrir un tombeau. Ici, il fait soulever une dalle, et dans son journal il va marquer découverte d'un tombeau. Et dans ce tombeau, il va remonter avec une marmite pleine de pièces d'or et de bijoux. C'est ce qui aurait suffi à faire restaurer toute la chapelle et construire le domaine? Non, mais c'est le point de départ, si vous voulez. Il est tombé sur quelque chose qui a été dissimulé en plusieurs endroits. Et ça, c'est la première cache. Pour les chercheurs du trésor, l'abbé Saunière aurait alors truffé son église d'indices en la rénovant. A-t-il voulu représenter des personnages, des lieux connus dans la région? L'église est-elle un jeu de piste qui mènerait au trésor? Car s'il n'avait pas trouvé un trésor, pourquoi aurait-il installé en plein cœur Saint-Antoine de Padoue, le saint invoqué dès qu'il s'agit de retrouver quelque chose? Venez voir. Tout devient sujet à interprétation, à commencer par le bénitier qui accueille les paroissiens. Voilà. Diable effrayant, grimaçant. Une représentation particulièrement dissuasive à l'entrée d'une église. Donc une fois les premiers gros frais entamés pour l'église, il continue les travaux. Il continue les travaux. L'église, c'est la priorité. Il commence par l'église, mais ensuite, il va réhabiliter le presbytère. Venez, on va y aller, vous allez voir. Et devant le presbytère, qui est ici, qui appartenait à la municipalité, quelques années plus tard, il va construire sa maison, ici, la Villa Béthanie. On va traverser le parc et on va aller jusqu'au belvédère et à la tour Magdala, qui est vraiment le summum des travaux de Saunière. Vous avez vu ce paysage, c'est extraordinaire. On arrive de ce jardin ombragé et on tombe sur ce paysage magnifique. Un belvédère bâti comme une tour de guet. Alors voilà la fameuse tour Magdala, style néo-gothique, un peu grandiloquent dans l'esprit de Saunière, hein, toujours, puis dans l'esprit de l'époque aussi, il faut le savoir. Donc c'est ici qu'on a la plus grande vue, la vue la plus générale de tout le domaine de l'abbé. Ah oui, là c'est un point stratégique. On voit tout le village, on voit le domaine, regardez. D'ici, vous voyez la Villa Béthanie. Il a fait de cet emplacement, parce qu'en plus il était quand même responsable, chargé de l'église, du presbytère et du cimetière. Donc si vous rajoutez ça à son domaine, c'est à peu près la moitié de la superficie du village qui était un no man's land, une propriété privée dans laquelle il était le seul maître, après Dieu.
Quel était le trésor de la Bessonnière? Les hypothèses ne manquent pas. Certains évoquent même l'Arche d'Alliance. D'autres parlent du trésor que les Wisigoths auraient caché quelque part ici, après leur sac de Rome. Il y a ceux qui cherchent le trésor des Templiers et d'autres le trésor des Cathares, qui ont aussi vécu ici. L'histoire même de la région rend chaque hypothèse plausible. C'est une région qui a été ravagée par l'histoire, c'est une région qui a souffert, c'est une région de conflit, c'est une région de guerre, c'est une région frontalière. Ici, on est sur la frontière. Le paysage que vous voyez en dessous, jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, c'était l'Espagne, jusqu'au mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne. Donc c'est une région extrêmement qui a vécu des heures avec l'épopée cathare, qui a vécu des heures douloureuses et où inévitablement des vies se sont arrêtées brusquement et des choses ont été dissimulées et cachées. Et qu'il y ait dans le secteur, quelque part dans ce paysage, un trésor d'enfoui, j'en suis absolument convaincu. C'est tout à fait possible. Après les Romains ou les Wisigoths, l'Aude connaît aujourd'hui un nouvel envahisseur, le chercheur de trésors. Nous sommes à moins de 10 km de Rennes-le-Château. Tous cherchent le trésor de la Bessonnière. Il y a là les anciens, comme Jean, qui cherche depuis 46 ans, et la relève, comme Laurent. Un club très fermé où il faut faire ses preuves et où on reste discret sur ses propres trouvailles. Je ne sais pas si tu fouilles depuis 30 ou plus d'années, je ne vois pas pourquoi tu aurais filé 30 ans de recherche à quelqu'un qui vient d'arriver. Il n'y a pas vraiment d'infos vraies qui circulent. Il y a de la sympathie, il y a de l'amitié, il y a de l'estime réciproque, parce qu'on est quand même tous passionnés par une histoire qui est devenue collective, c'est clair. Et qui nous rassemble. Et qui nous rassemble, la preuve, c'est qu'on est là en amitié tous ensemble. Mais il n'y a pas réellement de partage d'informations. À 50 km de là, Carcassonne, siège des archives départementales. Une mine d'informations pour Laurent qui hante les bibliothèques. Il passe la moitié de sa recherche à consulter des tonnes de documents. Registres, cartes anciennes, rapports du temps de la Bessonnière, rien ne le rebute. Une enquête méthodique, digne des meilleurs limiers. Moi j'ai pris chercheur de trésors option rat de bibliothèque et puis je pense que pour faire une bonne recherche il faut d'abord être bien documenté. Vous arrivez à lire ce genre de documents? Oui, c'est relativement bien écrit pour l'époque. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Donc là je suis en fin de compte dans des documents qui sont antérieurs à la Bessonnière, essentiellement pour essayer d'avoir une idée de quel pouvait être l'état du village, en particulier l'état de l'église avant les travaux entrepris par l'abbé. Des vieux papiers à l'ordinateur portable ou la chasse au trésor version high-tech. J'essaie de reconstituer le véritable train de vie de la Bessonnière, les travaux qu'il y a pu y avoir dans l'église et toute l'histoire du village. Mais tout ça, ça a déjà été fait, non? Pas par moi, c'est ma propre recherche. Et puis je pense que c'est normal dans la vie d'un chercheur, on commence toujours par lire des livres. Et puis les livres sont parfois mal documentés ou se contredisent les uns les autres et puis on finit par se faire ses propres recherches. Et après on vérifie sur le terrain? Toujours. Oui, c'est l'intérêt. Le terrain, Laurent va l'explorer avec Jacques. Ils se sont donné rendez-vous dans la montagne, histoire de vérifier certaines hypothèses. L'avantage d'une histoire aussi récente, c'est que les hypothèses, justement, sont vérifiables. Enfin, c'est une histoire passionnante parce que c'est une vraie histoire. C'est pas un galion enfoui dans les mers au large de on ne sait pas quelle île. C'est une histoire qui est récente puisque Béranger Saunière, il est décédé il y a moins d'un siècle. Allez, hop, attention à la marche. On sait que la Bessonnière a parcouru ces montagnes quand il était curé à Rennes-le-Château. Aussi, le meilleur moyen de retrouver son trésor, c'est de lui emboîter le pas. Sac à dos, casque de spéléo, une expédition plus qu'une promenade. Le but, retrouver une ancienne mine depuis longtemps abandonnée. Il y en a eu beaucoup dans la montagne de Blanchefort. Des mines de cuivre, de fer ou d'or. Autant de cachettes possibles. Béranger Saunière, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été ici quelques décennies, mais qui en fait retrouve quelque chose qui est perdu depuis très longtemps. Et dès qu'on s'intéresse à l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a une tradition trésor qui est extrêmement ancienne. En prenant un peu d'avance, nous retrouvons plus haut Laurent, près du but. Les derniers mètres sont difficiles. La nature a repris ses traces. C'est ce que vous cherchiez là? C'est la mine d'or du Roc-Nègre.
qui est intéressante puisque c'est une des rares mines d'or de France et qu'elle se situe à 3 km de Rennes-le-Château. C'était facile à trouver? Non. Salut Jack. Hello. Ça va, il y a longtemps que t'es là, non? Non, ça fait 10 minutes, un quart d'heure. Il ne reste plus qu'à descendre en rappel jusqu'aux galeries supposées. Après plus d'1 heure de marche, Laurent et Jacques s'équipent pour l'escalade. Voilà. Il va me dire, ouais, tout va bien, c'est facile. L'ancienne mine n'est pas très profonde, du moins en apparence, et pour un randonneur entraîné. Wow. Ok, à toi Jacques. Ah oui, effectivement. Ah la vache. Ah, je suis carrément dans le vide. Hein. Ouais. Normal. Ouais. Je laisse aller. Vas-y, c'est bon. Hop. Vas-y, doucement. Oh, attends, j'ai le bras coincé. C'est bon? Ça va. Ok. Hop. Tranquille. Arrivé au fond, l'exploration peut commencer. Tiens. Ah oui. Ça, c'est intéressant, ça. Il n'y a pas de traces de trésor ici? Bah, on voudrait bien savoir s'il y a des traces d'or. Il y a des quartz qui sont souvent... Enfin, on peut trouver des quartz aurifères. Beaucoup de cuivre. Ouais. Du cobalt. Ouais, là, effectivement. Non, c'est une mine de métallurgie. Et là, on prélève des échantillons pour bien vérifier que c'était une mine d'or. La galerie se rétrécit Ouais, effectivement. avant une salle plus grande. C'est quand même plus confortable. T'as une autre salle à monde, là. Ah oui. Un petit touche pas, parce que c'est vénéneux. Tiens, tu vois ce que je vois? Ah non, c'est pas vrai, ça continue. C'est un indice? Non, Non, c'est une plaisanterie. Ça, c'est un type qui a un gabarit, qui fait ça. L'imposteur est bien connu de tous les chercheurs de trésors. Sa fausse croix antique s'est multipliée dans la région. Le faussaire a devancé une fois de plus les chercheurs de trésors. Inutile d'espérer trouver une information encore intacte. Déçus, Jacques et Laurent mettent donc fin à leur expédition. Certains cherchent sous terre. Evelyne et René, eux, ont choisi la voie des airs. Leur premier souci en arrivant ici a été de trouver une piste d'envol pour leur appareil. René n'est jamais à bout de ressources quand il s'agit de Rennes-le-Château. Il a passé son brevet de pilote ULM il y a plus de 5 ans, non sans quelques arrière-pensées. J'ai toujours eu envie de voler et j'ai réalisé mon rêve, faire comme Icare, m'approcher des cieux. Et puis ma foi, comme je m'intéresse à l'affaire de Rennes-le-Château, on allie le plaisir, le désir de voler depuis que je l'ai, et puis venir à Rennes-le-Château et puis voler sur la région. Aux commandes de son appareil, René redécouvre la région du ciel après en avoir parcouru tous les chemins. Cap sur le domaine de la Bessonnière. Ah, Rennes-le-Château, c'est beau, regarde. Quelquefois, avec l'humidité du sol, on arrive à voir des ruines, des restes de traces d'habitation. Un survol à basse altitude qui lui permet d'avoir une vue très précise de la topographie de Rennes-le-Château, d'en mémoriser les moindres ruines, pas toujours visibles au sol. Bref, de survoler l'énigme. Une énigme qui fait couler beaucoup d'encre. On compte bien plus de livres sur la Bessonnière que d'habitants au village. La librairie de Rennes-le-Château vit du mystère et en vit bien. Sonia a ouvert sa librairie en 1986. 16 ans plus tard, elle reste la seule boutique du village et le marché est toujours porteur. Sur Rennes-le-Château, donc il y a environ dans la boutique une centaine de titres. Donc absolument tous les livres parus et disponibles sont là. Oui. Et il y en a eu
100 ou plus d'écrits sur Rennes-le-Château? Oh, beaucoup plus. Moi, je n'ai pas tous les titres écrits en langue étrangère et il y a bien les 20 premiers titres qui n'existent plus, qui ne sont plus édités. Les clients de passage ne sont pas tous des chasseurs de trésors, enfin pas encore. Je cherche quelque chose. Non, rien de vraiment précis. Mais j'ai appris quelque chose d'intéressant sur l'histoire de Rennes-le-Château. Et j'ai bien envie d'aller plus loin dans ce qu'on m'a raconté, d'en savoir un peu plus. C'est la première fois que vous veniez ici? Absolument, oui, c'est la première fois. Et vous aviez entendu parler de l'histoire de Rennes-le-Château pas plus tard que hier. Voilà. Et donc, j'ai voulu venir de suite, comme je suis dans le coin. Et ça m'intéresse énormément. Oui, bien sûr. Il y a une machine? Oui. Juste au-dessus de la librairie, un espace accueille les internautes. Comme il faut vivre avec son temps, la Bessonnière est aujourd'hui sur Internet. Frédéric tient à jour le site consacré au mystère de Rennes-le-Château. Qui sont ces internautes? Alors 60% c'est l'étranger, donc 40% en France, et après donc c'est essentiellement les États-Unis. États-Unis, Grande-Bretagne, mais on a même des connexions du Kazakhstan, de Malaisie. Enfin, tous les mois, près de 60 000 personnes passent sur le site. Donc ça brasse énormément de monde. Le site appelle de nombreuses mises à jour pour lesquelles Frédéric sillonne la région. Parfois, sur des indications d'internautes, il part photographier des éléments qu'on lui demande aux États-Unis ou ailleurs. On ne sait pas trop en fait ce que c'est. Est-ce que c'est une ancienne tombe ou est-ce que c'est une marque géographique? Quoi qu'il en soit, c'est une pierre qui est quand même assez intéressante et assez intrigante. Donc elle va se retrouver sur Internet? Elle va se retrouver sur Internet dans quelques heures. Les explorateurs du bout du monde gardent ainsi un œil sur la région via Internet. Récemment, j'ai envoyé une série de photos au Canada pour un chercheur qui était un peu éloigné. Un engouement international qui n'est pas toujours du goût de tous. Quand il s'est assis dans le fauteuil de maire, Jean-François L'Huillier pensait entamer un mandat paisible. Ici, ce petit jardin. Mais il a rapidement dû faire face à un vandalisme un peu particulier. Et encore, voilà ce qui s'est passé récemment. Les gens viennent fouiller. C'est impossible de faire un gardiennage 24 heures sur 24. Les traces de fouilles ne manquent pas dans tout le village. C'est une fouille exécutée par un chercheur, M. Butillon, dans les années 60. 65, les fouilles sont interdites, mais ça ne les a pas du tout. Parce que là, il faut quelques temps. Vous avez vu, il est dans le rocher, là. Hein. Il descend dans le rocher. Et vous allez en voir dans le domaine, comme ça, plusieurs. Quand la municipalité a racheté le domaine, elle a dû ainsi reboucher une vingtaine de galeries. Ce n'est pas du montage pour touristes, ça a été laissé en état. Nous n'avons rajouté qu'une pelle et une pioche, mais tout le restant, c'était exactement comme ceci. Le domaine est un gruyère. Face au danger d'effondrement, un arrêté municipal a même été pris en 1965 pour interdire les fouilles sur la commune. À quelques kilomètres de Rennes-le-Château, la recherche, elle, continue, bien plus inoffensive. Après l'ULM, René revient à l'exploration de terrain et embarque dans l'aventure famille et amis. Destination, les ruines d'un ancien château templier. Ni pioche, ni baramine, les sacs à dos ne contiennent rien d'autre que le pique-nique. La recherche du trésor n'est qu'un prétexte pour organiser le programme des vacances. Quoi? On a coupé une grosse. C'est maintenant un but de vacances. Et aussi, comment dirais-je, avec un alibi culturel, parce que quand même, ça permet de ne pas se promener idiot, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. La visite est imprévue. Véronique Gardère habite au pied de la montagne. Elle sait d'expérience que les randonneurs ne sont pas tous des amoureux de la nature. Alors qu'est-ce qu'on y cherche ici? Le trésor. Ils cherchent tous le trésor du curé ici. Alors j'imagine que ça doit être un projet familial fabuleux et enfantin et charmant et tout ce qu'on veut, mais qui a amené à des catastrophes alors que ce lieu est protégé parce qu'il n'est pas menacé. Et des gens sont même allés jusqu'à la dynamite pour essayer de trouver des trucs. Ouais. Véronique Gardère n'est pas seulement une habitante des lieux.
Elle a été archéologue pendant 10 ans et a travaillé sur le site. Plutôt que de se fâcher encore avec les chercheurs de trésors, elle préfère prendre spontanément la tête du groupe. Véronique décide de profiter de l'occasion pour expliquer comment l'archéologue travaille et ce qui déclenche sa colère. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de reconstituer l'histoire à l'inverse. On arrive sur un terrain, on est au XXe siècle. J'enlève la couche 2001. D'accord. Et j'essaye de retrouver celle qui est en dessous. En tant qu'archéologue, un objet, la valeur de l'objet nous importe peu. Et ceux qui vont le chercher à la verticale en creusant nous enlèvent une information très précieuse. Et je trouve, moi, que c'est un gâchis scientifique qui est difficile à supporter. Parce qu'en fait, pour un objet qui les satisfait, qui participe à leur passion, à leur rêve, on détruit une information de tout un lieu et donc un petit bout d'histoire. Et si quelqu'un est arrivé et m'a piqué l'information, je me dis c'est dégueulasse. Il l'a fait pourquoi? Pour mettre sur sa cheminée un bel objet? C'est dégueulasse. Bon, écoutez, si on trouve des lingots d'or, on vous les amène. Hein. Non, tu les touches pas. Il n'a rien compris. Tu ne les touches pas. Les ruines du château sont en vue et là encore, l'ignorance de certains chasseurs a fait des dégâts. Nos chercheurs pilleurs, entre guillemets, ont confondu ici ces fondations de donjons, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des parties bâties là où nous sommes, mais c'est simplement l'assise du donjon et ils ont cru que cela renfermait une crypte. Donc après avoir attaqué sur la face à coups de dynamite, ils ont essayé d'attaquer sur le dessus, espérant rompre une complètement hypothétique voûte pour tomber à nouveau sur une salle des trésors, imaginant encore probablement que notre petit curé avec une brouette venait de Rennes à ici ramener quelques lingots histoire de se faire une tour supplémentaire. Bon, bien évidemment, ils ont été déçus puisqu'ils sont tombés à nouveau sur la roche. 6 heures du soir, une éclaircie se dessine à l'horizon. L'occasion que guettait René pour tenter une nouvelle aventure. C'est pas un peu lassant parfois de pas contribuer ainsi à la chasse au trésor? Lassant, ça fait partie de mes vacances. C'était ça ou un cas de divorce. Donc j'ai pas eu le choix et maintenant j'y prends beaucoup plaisir. Parce que c'est une aventure à chaque fois. Surtout les vols en montgolfière, on ne sait pas où on va en fait. Dave et Nathalie, les aérostiers, sont devenus des amis. Toute la famille a appris les manœuvres du gonflage de la montgolfière. Le ballon est un moyen idéal d'observation. La lumière accentue les reliefs, le vol est lent. On va pas tout à fait vers Rennes-le-Château, tu vois, regarde. Non, pour le moment, mais quand je monte, j'espère. Quand on est au sol, on ne voit pratiquement rien. Mais avec le ballon, on arrive à voir, avec la lumière rasante, quelquefois, des structures ou des ruines qu'on ne peut pas voir lorsqu'on est au sol. Il faudra toute l'habileté de Dave pour trouver le bon vent qui nous ramène sur Rennes-le-Château. On voit bien la tour Magdala et le domaine de la baie. Pour les photos, c'est très bien, puis ça nous permet de voir les anomalies du terrain et de prendre des photos. Oui. Libéré du pilotage, René peut ainsi photographier des reliefs qu'il explorera plus tard au sol. Retour sur Terre, juste avant la tombée du jour. Ce soir, Rennes-le-Château a délaissé le mystère pour la fête. Une fois l'an, Jean-Luc rassemble les chercheurs de trésors pour un grand banquet dans le jardin même de la Bessonnière. C'est un temps pour faire un bon michoui. Et chercher des lingots. Oui, bon, ça va. Hein. Autour des tables, 2, parfois 3 générations de chercheurs du trésor. On oublie pour un soir les questions en suspens pour trinquer à la santé de celui qui, depuis longtemps, les fait rêver. C'est une fête gauloise. Hein.
On a remplacé le sanglier par l'agneau, mais c'est tout à fait ça. Du vin, des chansons, c'est l'amitié, quoi, c'est ça. C'est ça le trésor des chercheurs? Je pense, oui. Le vrai trésor, il est là. C'est pour ça qu'ils reviennent tous les ans. Je vais vous dire un truc. Les chercheurs, ils veulent surtout pas trouver le trésor. Ce serait la fin de leur rêve. Surtout, ils veulent pas le trouver. Ah, petit souci, 3 grains, folie, j'y peux rien, c'est la vie. C'est la vie qui nous mène. Depuis la Bessonnière, personne n'a jamais fait fortune ici. Ça n'empêche pas la quête de se poursuivre chaque année. Et de fait, il est peut-être bien là, le vrai trésor de Rennes-le-Château. Je t'aime encore toujours, toi. Voilà, c'était Chercheurs de trésors, un reportage signé Isabelle Thomas et Loïc Lemoine. Chercher des trésors, effectuer des fouilles, un loisir qui peut et doit, on vient de le voir, être conciliable avec le respect de l'environnement.